Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Ce live où nous allons revenir sur il y a un avion qui passe. Timing impeccable. Et en plus celui-là, je pense que non seulement il va passer, mais il va s'écraser dans ma maison. On va revenir sur les épisodes de NXT et AEW Dynamite de la semaine n'importe quoi, de la nuit dernière, de cette nuit en fait. Ah non, je commence à dire en fait. Oh non, vous avez remarqué ça? Il y a un tic de langage qui se répand. Il y a énormément de gens qui finissent plein de leurs phrases par en fait. Bref. Nous allons commencer par NXT. J'attends un peu vos retours là, parce que j'ai un tout petit peu changé les paramètres de mon micro. Je pense que s'il y avait eu des mauvais retours, je les aurais déjà eus. Donc, je pense qu'on peut partir du principe que ça va. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions sur NXT et sur Dynamite et j'y répondrai. Les questions sur NXT à la fin de la review de NXT, la question sur Dynamite et toutes les autres questions à la fin du live. On est parti pour parler de NXT. D'abord, NXT qui s'est ouvert par... Pif. Shotzi Blackheart contre Candice LeRae avec Indi Hartwell. Pas grand chose à dire sur ce match. Je lui ai mis un B-. Ça fait vraiment partie des matchs. Il aurait pu bénéficier d'un petit peu plus de temps, je pense. Et pour une rivalité qui était vraiment construite comme une rivalité, une blood feud, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire une rivalité intense, quoi. Le match a été très pédestre, j'ai envie de dire, si ça a un sens. C'était un match, quoi. C'était un match. Alors, le match était bien, parce que les deux catcheuses sont excellentes, mais il n'y avait pas l'intensité à laquelle je m'attendais. C'est pour ça le moins. On va passer au tableau pour remplir les notes. Vous le savez, le tableau. Oh, vous pouvez dire bonjour au tableau si vous n'avez pas honte. Donc, Shotzi contre Candice. Candice, elle est là. Shotzi, elle doit pas être loin. Elle est là. Et Indi Hartwell était là en tant que manager, donc vous le savez. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vous ai mis un petit pif, voilà, ici. Ces colonnes-là, c'est pour tout ce qui est gros segment. Ces colonnes-ci, c'est pour tout ce qui est plus petit segment. Voilà, enfin plus petit segment. Les interviews en backstage, le rôle de manager, en l'occurrence, voilà, Indi Hartwell était la manager de Candice LeRae dans ce match. Donc, c'est 13 points, puisque vous voyez sur l'échelle qui est à votre droite, c'est plus, ça équivaut, B-, pardon, ça équivaut à 13 points. Je les mets dans les petits... Oh, vous avez très bien compris où je veux en venir. Donc ouais, voilà, pas grand-chose à dire sur ce match. Une petite déception, mais je pense que c'est parce que on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de leur rivalité. Que ça finira dans un takeover et que ce match-là sera vraiment génial, j'espère. Ensuite, nous avons eu un segment où Finn Balor est arrivé pour dire Ah, Kyle O'Reilly, j'ai bien cassé sa gueule. Ah, j'ai saturé. D'accord, alors... Il faut que je m'adapte aux nouveaux paramètres du micro. Ne pas crier. Donc Finn Balor a dit Kyle O'Reilly, son faciès, ai-je détruit. Et qui sera donc le prochain à me défier pour le titre de champion de NXT. Là-dessus arrive Pete Dunne. Genre, pourquoi tu demandes qui est le prochain? C'est évident que c'est moi le prochain. Donc Pete Dunne avec... Danny Burch et Oney Lorcan, les trois gars Alors moi je les appelle les Kings of NXT parce que dans une promo, Pat McAfee a dit ouais, nous sommes les Kings of NXT, we are the Kings of NXT. Du coup je lui ai dit écoutez, vous n'avez pas de nom, je vais vous donner ce nom-là, c'est bien. Donc voilà, les Kings of NXT. Il me semble que c'est Finn Balor qui attaque Pete Dunne en premier avant de... Je pense que Pete Dunne menaçait d'attaquer Finn Balor. Du coup, Finn Balor a attaqué en premier, mais il s'est évidemment fait déborder extrêmement vite par Dunne, Lorcan et Burch. Je vois que j'ai des problèmes de connexion. Je ne sais pas si le son est bien ou si je vais afficher temporairement le chat pour voir vos retours. Je sais qu'il va y avoir des pertes d'image, ça c'est inévitable. Ça a l'air d'aller. Bon,
Super. Ok. Donc voilà, il commence à se mettre plein la gueule. Et là-dessus, Kyle O'Reilly, et ça j'ai beaucoup aimé, Kyle O'Reilly vient pour aider Finn Balor. Donc ils étaient rivaux la semaine dernière, mais Kyle O'Reilly a une espèce de sens de l'honneur qui fait que un ancien rival dans un combat injuste, eh bien, il faut voilà, il s'agit de le protéger. Undisputed Era, donc Adam Cole et Roderick Strong arrivent pour aider Kyle O'Reilly et voilà, Pete Dunne, Lorcan et Burch battent en retraite, suite à quoi on a un échange de regards entre l'Undisputed Era et Finn Balor. Où est-ce que ça va? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de savoir. Est-ce que Finn Balor va rejoindre l'Undisputed Era? Est-ce que ce serait pas monumentalement cool? Ou est-ce que non, ce serait à chier? Je sais pas. Franchement, voilà, j'attends de voir. L'avantage de NXT, c'est que tu peux encore être optimiste et tu peux t'attendre à être surpris, enfin positivement surpris sur une base régulière, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ce segment-là, je lui ai mis un B. Voilà, c'était bien. C'était bien. Bon, c'était bien. Finn Balor, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Roderick Strong, Pete Dunne, Danny Burch et Oney Lorcan. Et évidemment, le match Pete Dunne contre Finn Balor va être dingue parce qu'ils sont très bons. Ensuite, nous avons eu... Johnny Gargano se faisait interviewer. Là-dessus, Austin Theory arrive et dit j'ai une enveloppe parce que c'est le gars, il me l'a donné. Quel gars? C'est le gars. Johnny Gargano regarde l'enveloppe. Il y a écrit Dexter Lumis, c'est contre lui que j'ai un match ce soir. Ouais, c'est ça, c'est lui le gars. J'aime beaucoup. Austin Theory est très drôle dans ce rôle-là, dans ce rôle de... Je vais dire grand enfant. Je vais pas dire débile léger, je vais dire grand enfant. Donc Johnny Gargano ouvre l'enveloppe et dans l'enveloppe ce sont des caricatures de lui et de Austin Theory. Du coup il s'énerve et du coup il quitte le cadre. Voilà, ça contextualise un peu le match de ce soir. Ensuite, nous avons eu le premier match du Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc qui est un tournoi pour les équipes qui font tous les ans à NXT. Et tous les ans, en fait, c'est surtout un prétexte pour avoir d'excellents matchs tag, enfin d'excellents matchs en équipe toutes les semaines. Et ce match-là était pas mal du tout. On a les Grizzled Young Veterans à droite. Comment tu traduirais Grizzled Young Veterans? Comment tu traduis Grizzled Veterans? C'est une expression, c'est deux mots qui vont bien ensemble en anglais. Vétéran aguerri, aigri, comment on dirait en français? Je sais pas. Mais ils mettent young au milieu pour dire c'est des vétérans, mais ils sont jeunes et ils sont. Comment traduire? Bon, bref, voilà, c'est l'idée. Contre Everrise à gauche. Everrise, je les adore. 1, parce qu'ils sont québécois. 2, parce qu'ils arrêtent pas de gueuler. Ils sont insupportables et je les trouve très drôles. Genre, ouais, on est les meilleurs, on va gagner. Enfin voilà, et ils sont je les trouve très drôles. Je les trouve très très drôles, mais ils sont clairement pas à la hauteur du reste des équipes de NXT. Les Grizzled Young Veterans ont gagné de façon assez prévisible. Everrise, ils ont eu un petit comeback. Mon petit indicateur de connexion, là, il fait... c'est Noël pour lui. Il met toutes les couleurs. Il met, c'est rouge, c'est vert, c'est orange, c'est jaune. C'est magnifique. Et donc, les Grizzled Young Veterans ont gagné, ce qui était un peu prévisible, dans un match qui était correct. Je lui ai mis un B-. Il aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Il aurait pu être un petit peu plus étoffé, mais c'était suffisant. Les Grizzled Young Veterans, et ils sont là, James Drake et Zach Gibson, Liverpool's number one, et Everrise, ils sont dans la division pour les légers, donc du coup ils sont violets, Chase Parker et Matt Martel. Defense. Pardon, faut pas que je clappe non plus, Ok. Ensuite, on a eu une petite vidéo de Raquel Gonzalez qui rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir qu'elle a tué Rhea Ripley et qu'elle est devenue la powerhouse féminine. Là, c'est forcément féminin, la powerhouse du roster de NXT maintenant que Rhea Ripley est en dehors de la conversation. Est-ce que Rhea Ripley va aller sur le roster principal ? Je suis très partagé parce que d'un côté, c'est vrai qu'elle a un peu fait ce qu'il y avait à faire à NXT. Non, il y a un truc qu'elle n'a pas fait, c'est avoir un règne digne de ce nom. On va pas rentrer dans le sujet.
l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Et si elle va sur le roster principal, j'espère qu'elle fera partie des très rares call-up, donc les très rares catcheurs à passer de NXT au roster principal, à être traité avec tout le respect qu'elle mérite. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons eu une interview de Shotzi Blackheart qui dit ouais, j'ai perdu, mais c'est pas grave, l'important c'est l'avenir. Ouais, c'est ça, t'as quand même perdu. Shotzi Blackheart qui a donc annoncé qu'elle allait participer au tout premier Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin de l'histoire de NXT, mais que pour ça elle avait besoin d'une partenaire, et donc Ember Moon est arrivée, Ember Moon à droite, pour se proposer comme partenaire pour Shotzi Blackheart pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Belle équipe, j'ai hâte de voir comment elles travaillent ensemble. On les a vues donc à War Games, à NXT TakeOver War Games. Est-ce qu'elles vont... sur le papier, ça va être une excellente équipe. J'ai hâte de voir si ça va se confirmer sur le ring, parce que ça sert à rien de se battre sur du papier. Ensuite, nous avons eu... Ben oui, Dexter Lumis, le monsieur flippant et muet qui fait des dessins, c'est une gimmick extrêmement précise, contre Johnny Gargano avec Austin Theory derrière. J'ai bien aimé ce match dans le sens où ces deux gimmicks qui fonctionnent bien. C'est marrant parce que Dexter Lumis, c'est vraiment ça passe ou ça casse si l'adversaire en face va bien lui correspondre ou pas. Et en l'occurrence, Johnny Gargano lui correspond très bien. C'est-à-dire que Dexter Lumis a fait toutes ces prises où il se déplace bizarrement, il se déplace en traînant les jambes sur ses bras, sur ses poings, comme ça, en traînant les jambes. Il a fait toutes ces prises. Il a notamment, j'adore sa prise de finition. Sa prise de finition, c'est une prise d'étranglement où globalement le bras de l'adversaire est comme ça, et donc la tête de l'adversaire est là. Et il le serre comme ça, puis après il se jette à terre, bloom, donc avec l'adversaire toujours prisonnier là. Et une fois que l'adversaire ne réagit plus, donc une fois qu'il est tombé dans les vapes, il s'arrête et il caresse la tête de l'adversaire comme ça. Parce que c'est un grand malade. Austin Theory a essayé d'intervenir à la fin du match, mais Dexter Lumis allait lui faire je crois que c'est un suplex par-dessus les cordes. Mais Johnny Gargano a attrapé Dexter Lumis et l'a fait tomber et l'a surpris avec un roll-up pour la victoire. Donc la rivalité va continuer, c'est chouette. Mais je pense que la rivalité, ça va être entre Dexter Lumis et Austin Theory, parce que après le match, Lumis s'est dirigé vers Theory, genre attends, tu m'as coûté la victoire, l'espèce de petit enfoiré. Et il a commencé à lui faire sa prise de finition. Gargano est venu aider Austin Theory, évidemment. Et Kushida, qui est sorti de nulle part, tel un héros dans la nuit, est venu pour aider Dexter Lumis, et surtout pour s'en prendre à Johnny Gargano et pour lui faire comprendre qu'il a bien envie de gagner le titre nord-américain que possède actuellement Johnny Gargano. Donc je pense qu'on va se diriger vers une double rivalité Austin Theory, Dexter Lumis et Kushida Gargano. Deux rivalités que j'ai hâte de découvrir. On va passer sur le tableau pour noter ces deux segments, du coup, le match et l'après-match. Le match, j'ai mis un B. Donc Gargano, hop là, c'est plus haut, je crois. Je suis passé devant. The Way. Gargano contre Dexter Lumis avec Austin Theory, ici, hop là, qui était manager du coup. Et le segment suivant, Kushida, Gargano, Lumis et Theory, tous ensemble. Mais je lui ai aussi mis un B. Le nombre de segments importe. Là, je suis pas en train de... De toute façon, vous savez pas comment fonctionne mon tableau. Je suis en train de faire des trucs qui n'ont aucun sens pour vous. Un jour, je vous présenterai le tableau. Un jour, vous serez formellement présenté au tableau. Ensuite, on a eu une toute petite interview des Kings of NXT qui disait donc dans l'ordre Danny Burch, Oney Lorcan et Pete Dunne. Et globalement, Pete Dunne a juste dit Kyle O'Reilly il a l'intention de se mettre entre moi et le titre mondial de NXT. Eh ben, on va lui péter sa gueule. Il l'a pas dit comme ça, il l'a dit beaucoup mieux que ça. Je pensais que j'allais retenir sa promo.
Globalement, il est dans le chemin, on va le virer du chemin, quoi. Je crois que c'est à peu près ça qu'il a dit. Bref, c'était chouette. Ensuite, on a eu une interview très sympa entre... très sympa, là, ça a l'air... Hein, l'ambiance a l'air détendue, là. Entre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa, qui devaient donc avoir un pit fight la semaine dernière, mais qui ne l'ont pas eu parce que Thatcher n'était pas médicalement prêt à... médicalement apte, voilà, à avoir un match aussi violent. Du coup, il est reporté à la semaine prochaine. Donc cette semaine, ils ont eu une petite, voilà, un petit segment histoire de présenter un peu, hein, quels sont vos projets, messieurs. Et globalement, Ciampa dit qu'il sait très bien vers quoi il va. Il a jamais été dans un pit fight, mais il sait très bien vers quoi il va. Thatcher essaye de réagir en disant attends, t'as jamais été dans un pit fight, moi j'ai été dans un pit fight, c'est mon match, c'est ma stipulation. Ce que je trouve un peu arrogant étant donné qu'il y a eu un seul pit fight, il était dedans, ok, il l'a gagné, mais bon, il n'y en a eu qu'un, hein, c'est pas exactement Undertaker et le Hell in a Cell, quoi, si vous voulez, voilà, il en a eu plein, il en a gagné beaucoup. Là bon, mais bon, ok, admettons. Ciampa dit attends, est-ce que tu essayes de me faire peur en me rappelant les règles là? Regarde dans mes yeux. Et cherche encore. Bon, Ciampa est extrêmement cool, d'accord? Ciampa est extrêmement cool. Mais Thatcher réussit à l'énerver un peu en lui disant en fait, ce que tu as vraiment envie de savoir, c'est si t'es toujours à la hauteur, si tu as toujours ce qu'il faut. Parce que c'est vrai que Ciampa, ses meilleurs jours à NXT sont malheureusement derrière lui, je pense. Donc... Et encore, est-ce qu'ils sont derrière lui? Est-ce qu'il en a pas encore beaucoup sous le capot, Ciampa? L'avenir nous le dira. En attendant, ce segment, je l'ai beaucoup aimé et je lui ai mis un B. Vous êtes en train de vous dire, mais s'il met des B à tout, ça sert à quoi? Thatcher, Ciampa, je crois qu'ils ont leur petite catégorie où ils sont tout seuls, tous les deux. Ils sont où? Ils sont là, voilà. Parce que ici, hop là, cette colonne-là, elle sert à ranger les gars par ranger les catcheurs et les catcheuses des équipes par rivalité. Du coup, pour éviter de devoir les chercher 150 ans. Et du coup, voilà. Par exemple, ici, tout ça, c'est à peu près dans la même storyline. Mais alors, eux, ils ont leur petite bulle. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse en faisant des tableaux? Ensuite, moi ça me fait marrer, écoutez. Ensuite, on a eu une petite promo de l'Undisputed Era où très globalement ils ont dit on respecte Breezango, nos adversaires de ce soir, mais il va falloir qu'on avance, donc on va avancer. Et Kyle O'Reilly a confirmé qu'il serait aux abords du ring. Tu te dis, bon, nous prenez pas trop pour des cons, c'est-à-dire que Pete Dunne, Lorcan et Burch ont dit ouais, Kyle O'Reilly veut nous emmerder, bah on va aller lui péter la gueule. Et juste après, un peu après, Kyle O'Reilly dit ouais, je serai aux abords du ring. Je me demande bien ce qui va se passer pendant le match Undisputed Era contre Breezango, hein. Je me demande bien ce qui va se passer. Ensuite, je vois que je suis suivi par quelqu'un qui s'appelle Clitoman et c'est un peu angoissant. Ensuite, pouf. Ah oui, match de la soirée, je dirais. Hein. Excuse-moi parce que je regarde un peu ce qui s'est passé à Dynamite aussi, mais non, je crois qu'on a un match de la soirée là. Ouais, je dirais match de la soirée. MSK contre Jake Atlas et Isaiah Swerve Scott. On ne savait pas qui était MSK, c'est-à-dire que ceux qui connaissaient l'existence de cette équipe qui se sont donc fait un nom sur le parcours indépendant avant la WWE, savaient que c'était eux parce qu'ils on s'était annoncé qu'ils avaient signé avec la WWE. Et ceux qui ne savaient pas, s'en foutaient un peu. C'était les Rascals. Les Rascals sur la scène indépendante. À NXT, ils se font appeler MSK et ils sont géniaux. Ils ont eu un match pour se présenter, donc contre Isaiah Swerve Scott et Jake Atlas. Un excellent match. Un match extrêmement rapide, extrêmement... C'est ça l'avantage... Enfin, c'est un défaut qu'a tendance à avoir Dynamite, c'est que toutes les équipes sont vraiment excellentes, toutes les équipes ont à peu près le même style, et surtout, ils présentent très souvent de nouvelles équipes. Et du coup, ils ont du mal à se démarquer, quoi, tous. Que là, MSK, il n'y a qu'une équipe comme eux à NXT.
Il n'y a qu'une équipe comme eux à NXT. Ils auraient fait leur début à Dynamite, ils seraient passés totalement inaperçus parce que je dis oui, bah, ils sont bons, mais ils sont bons quoi. Ils sont aussi bons que les autres. Que là, là, ils se sont démarqués. Ils ont une vitesse. Il y a un spot que j'ai retenu parce qu'il a aucun sens, mais que j'ai trouvé trop cool. Il y avait un de leurs deux adversaires qui était à terre. Et il y a un des deux MSK, ça va prendre du temps avant que je retienne leur nom, qui fait un salto arrière, mais à côté. Je me suis dit, mais tu vas le rater si tu le fais à côté. Non, en fait, au milieu du salto, il y a son partenaire qui le pousse pour qu'il tombe sur l'adversaire. Je me suis dit, oh. D'accord, c'est un peu cool. Ça sert strictement à rien. C'est-à-dire, tu pouvais faire ton saut sur lui, mais d'accord. Excusez-moi, j'ai eu une notification sur Discord, je voulais voir ce que c'était. C'est rien d'important. Donc voilà, c'était un peu cool. MSK ont gagné, il me semble que c'était important qu'ils gagnent, c'est leur premier match contre une équipe qui n'est pas vraiment une équipe. Isaiah Scott et Jake Atlas, ils sont plus en rivalité qu'autre chose. Mais voilà, et j'ai mis un A à ce match parce que tu peux difficilement faire mieux comme introduction, quoi. C'est en un match, j'ai compris qui ils étaient. Ils ont cette espèce de mentalité comment dirais-je, vous voyez disons l'unité de base dans les équipes de méchants dans les vieux dessins animés. Genre voilà les punks de base. Genre hey Batman, on va te casser la gueule. Voilà. Mais le truc c'est que ils ont cette espèce d'énergie vicieuse et hargneuse un peu. Voilà, on va résumer ça comme ça. Ça marchera mieux que si je parle de Batman. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Jake Atlas et Isaiah Scott. Il faut vraiment qu'ils changent de nom parce que c'est pas pratique à dire. S'il te plaît. Donc pareil, je les ai mis dans leur petite bulle parce qu'ils sont en rivalité. Hop. Ok. Ensuite, on a eu une toute petite promo de Scarlett. Scarlett qui était habillée en sorcière. Ça a l'air d'être plus ou moins son truc. Voilà. J'ai un peu du mal à établir c'est quoi le duo Scarlett-Karrion Kross. Je crois que Scarlett est plus ou moins une sorcière et Karrion Kross plus ou moins une créature démoniaque. Un truc dans ce goût-là. Et donc Scarlett tirait les cartes voilà, et rappelle que la rivalité entre Finn Balor et Karrion Kross n'est pas terminée. C'est pas parce que Finn Balor est occupé avec Pete Dunne que Karrion Kross n'est pas là. J'adore la gimmick de Karrion Kross. La gimmick, sa catchphrase, c'est TikTok. Et rien à voir avec l'application. Putain, en le disant à voix haute, je me suis rendu compte que non, j'ai pensé à ça à chaque fois. Putain, non, pitié. Et donc, ce que je trouvais extrêmement classe, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est le nom de peut-être un des pires réseaux sociaux qui existent après Twitter. C'est cet aspect ton temps est en train de s'écouler, quoi. Tu vis ta vie, mais au bout d'un moment, je serai sur ta route. Et à ce moment-là, tu meurs. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Mais la promo était sympa. J'aime bien l'ambiance générale du truc. Tiens, bah, on se posait la question avant-hier du surnaturel dans le catch. Vous voyez, ça, c'est une place relativement discrète du surnaturel. Et je trouve que ça marche bien. Je pense qu'il faut que le catch reste un spectacle un peu extravagant. Ensuite, ma storyline préférée de NXT en ce moment. J'allais dire de loin. Non, pas de loin, mais quand même. Donc, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous invite à voir le replay, soit sur Twitch, soit sur Links Off. Il y a une playlist en non répertorié. Quelqu'un se fera le plaisir de vous donner un lien. Xiali et Boa, que vous voyez sur cette image-là, Xiali à gauche, Boa à droite, ont suivi des cours par correspondance pour devenir meilleurs. Je résume ça extrêmement mal. J'ai très bien résumé ça la semaine dernière. Bref, Xiali vient de revenir et l'idée c'est qu'elle est indestructible et qu'on ne sait pas quelle est sa limite. Là, elle est arrivée contre une catcheuse qu'ils n'ont pas présentée, c'est Valentina Feroz. F-E-R-O-Z.
Voilà. Et Xiali a mis exactement 2 coups dans le match. Féroce a essayé de lui foncer dessus, Xiali lui a mis un petit pain, la petite tartine au faciès. Féroce est tombée, elle a perdu l'équilibre, elle a essayé de se relever, et au moment où elle a fini par se relever, c'est ça, Xiali lui a mis un cyclone kick dans la gueule. Donc cyclone kick, tu tournes sur toi-même et puis voilà, coup de pied dans ta fonce. Compte de 3. Après le match, la personne que vous voyez assise sur ce fauteuil qui n'a pas l'air confortable du tout, au moment où Xiali et Boa revenaient vers l'entrée du ring, donc revenaient vers elle, cette personne a fait ça. Et du coup, Xiali a fait... Je lui pète la gueule, d'accord, je lui pète la gueule. Donc elle est revenue vers Valentina Feroz, elle lui a remis un petit coup dans la gueule. Elle est revenue et la personne, on sait pas qui c'est, j'ai hâte de découvrir qui c'est, j'ai peur d'être un peu déçu, mais on verra qui c'est. La personne, qui a l'air d'être une espèce de gourou de Xiali et de Boa fait ça. Du coup, Xiali, voilà, on y retourne. Elle l'a piégé dans les cordes, elle lui a foutu des coups de pied dans le bide. Enfin, c'était à la fois un peu inconfortable et à la fois extrêmement cool. Xiali est en train de se positionner comme l'une des menaces les plus sérieuses dans la division féminine de NXT. Division féminine de NXT qui est l'une des meilleures divisions féminines au monde. J'ai mis B+, à ce match. J'aime beaucoup où on va. C'est un plaisir. Xiali, je lui ai mis 15. Où êtes-vous ? Il doit être plus bas. Ici. Xiali. Pourquoi Xiali est dans la même catégorie que Joaquin Wilde, Raul Mendoza et Auguste Grey? C'est quoi ce bordel? Bon, je corrige ça. Xiali avec Boa, mais dans un rôle de manager. Et la personne en cagoulé, on ne sait pas qui c'est. Et c'est Valentina Feroz? C'est ça. Ici. Ok. Si vous voulez réagir, je vous rappelle, n'hésitez pas, je prends vos questions dès qu'on a fini de parler du main event, ce qui ne saurait tarder. Mais avant cela, on a eu, j'ai pas pris d'image, mais globalement, Isaiah Scott, putain, bordel de merde, on va l'appeler Jimmy. Non, on va pas l'appeler Jimmy. Isaiah Swerve Scott était en train de se prendre la tête avec Jake Atlas. Et là-dessus, il y a Bronson Reed qui arrive. Bronson Reed qui, rappelez-vous, la semaine dernière a fait une petite interview. Vous direz, coucou, je suis là. Bronson Reed est arrivé pour séparer les deux, histoire qu'ils se battent pas voilà, dans la vallée de Dana. Isaiah Scott a regardé Bronson Reed, genre, ah ouais, toi tu m'empêches de me battre, toi. Ok. Du coup, début d'une rivalité ou juste annonce d'un match entre Bronson Reed et Isaiah Scott. L'avenir nous le dira. On verra bien. L'avenir nous dira beaucoup de choses. Hein. Il dit des choses, cet avenir. Ensuite, alors, si vous avez regardé le Statch la semaine dernière, vous m'avez entendu dire que j'avais hâte de voir le Dustin Rhodes Tag Team Classic féminin. Ça n'a pas changé. Mais vous m'avez aussi entendu dire que je pense que mes favoris étaient Kacy Catanzaro à droite, Kayden Carter à gauche. C'est inversé, il faut que j'arrête de faire ça. Parce que c'était une des rares équipes féminines vraiment instituées quoi, à NXT. Ça fait plus d'un an qu'elles font que des matchs en équipe. Voilà, c'est une équipe. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis suite à cette promo-là parce que autant sur le ring, elles sont vraiment excellentes. Sur le ring, elles sont très très bonnes toutes les deux. Particulièrement Kacy Catanzaro, qui est une ancienne participante à American Ninja Warrior, je sais pas quoi, là, le truc où il faut grimper sur des choses, et voilà, vous savez ce que c'est mieux que moi. Elles sont toutes les deux très impressionnantes, mais leur personnage, c'est rien, quoi. Elles ont fait une promo, et t'avais vraiment l'impression de deux gamines, très copines, qui, ouais, on va gagner, ouais, c'est nous les meilleurs, ouais, on est les meilleurs. Ça m'a foutu vraiment mal à l'aise. Voilà, je me suis dit, du coup, j'espère pas que vous allez gagner. Je pensais vraiment qu'elles allaient être un peu plus investies, quoi, prendre ça sérieusement, quoi. Enfin, vraiment se présenter comme une menace. Mais non. Bon. Bah, écoutez, hein, voilà.
Du coup, je sais pas trop pour qui je suis là dans le Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin. Je sais pas trop. Bah, peut-être Ember Moon et Shotzi, du coup, peut-être. Écoutez, on verra bien. Et enfin, nous avons eu le main event, Adam Cole, Bebe et Roderick Strong contre, dans l'ordre, Roderick Strong et Adam Cole contre Breezango, l'équipe constituée de Fandango et Tyler Breeze. Je vous les ai présentés dans l'ordre. Le match était vraiment très très chouette. C'est-à-dire que les 4 hommes sont techniquement vraiment excellents. J'allais dire particulièrement Roderick Strong, mais vraiment ils sont tous sur un niveau à peu près équivalent. C'est juste que Roderick Strong, j'ai pas souvent l'occasion de le voir catcher. Je sais pas pourquoi Roderick Strong, à chaque fois que je le vois catcher, je me dis, c'est vrai qu'il est bon celui-là. Alors que j'ai tendance à oublier qu'il est bon. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je le vois pas régulièrement catcher. Donc voilà, le match était vraiment vraiment excellent. Jusqu'à ce que, et évidemment ils sont venus avec Kyle O'Reilly, jusqu'à ce que, évidemment, Pete Dunne, Lorcan et Burch arrivent pour taper Kyle O'Reilly. Je me souviens plus exactement dans quel ordre se sont déroulés les événements, donc il est possible que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Donc ils arrivent, ils commencent à défoncer la tronche de Kyle O'Reilly. Il me semble qu'à ce moment-là, Finn Balor intervient pour aider Kyle O'Reilly. Mais globalement, tous les intervenants, tous ceux qui ne sont pas dans le match, finissent à terre. Adam Cole est concerné est inquiet, je veux dire, de l'état de Kyle O'Reilly. Du coup, il s'approche du bord du ring. C'est là que Tyler Breeze, quatrième personne sur l'image, lui met un super kick dans la face. Et je me suis dit, ah non, Breezango, ils vont gagner, mais ils vont gagner sale. Ils vont gagner parce que l'Undisputed Era a été déconcentré par Pete Dunne, Lorcan et Burch. Fandango, qui était l'homme légal, monte sur le coin, va pour faire sa descente de la cuisse du haut du coin. Je crois que c'est ça, sa prise de finition. Mais au moment où il saute, il se fait surprendre par un super kick d'Adam Cole dans sa face. Et je sais pas ce que j'ai avec les super kicks qui interrompent une prise du haut de la troisième corde. J'adore. Moi, à chaque fois, ça me fait faire oh, peut-être pas comme ça, mais voilà, à chaque fois, ça me fait réagir parce que je trouve ça, je trouve ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien et Adam Cole a souvent tendance à le faire. Peut-être c'est le fait qu'il y ait vraiment deux mouvements qui se rencontrent comme ça. Enfin, je sais pas. Et ça suffit pour que Adam Cole gagne le match pour l'Undisputed Era, qui avance donc dans la demi-finale, je crois, du Dusty Rhodes Tag Team Classique. Et après le match, qu'est-ce qui s'est passé après le match? Ils sont allés voir Kyle O'Reilly, mais ils se sont fait casser la gueule, je crois, hein, tout simplement. Ils ont, en fait, dans le kayfabe, donc pour de faux, dans l'histoire, Kyle O'Reilly s'est fracturé la mâchoire dans son match avec Finn Balor, et du coup, Pete Dunne, Lorcan et Burch ont menacé de s'en prendre à sa mâchoire. Et après le match, Pete Dunne lui a mis d'abord un énorme coup de poing dans la gueule, donc aïe. Et ensuite, alors que Kyle O'Reilly était à terre contre la barrière de sécurité, Pete Dunne a pris son élan, lui a mis un coup de genou, bam, lui a bloup, aplati la tête entre... Ça a fait bloup, je ne sais pas pourquoi. Lui a aplati la tête entre son genou et la barrière de sécurité. C'est aïe. Voilà. Et le match le show s'est terminé avec Pete Dunne, Lorcan et Burch triomphant en haut de la rampe et Finn Balor et l'Undisputed Era à terre à côté du ring. Ce main event, je lui ai mis un A et il me semble qu'il ne l'a pas volé. Allons-y. Ouais, mais alors du coup, ça va être juste A pour donc l'équipe, Adam Cole et Roderick Strong contre Breezango. Breezango ici. Fandango et Tyler Breeze. Pourquoi je le trouve pas? Ben. Ah, parce que... Ouais, parce que... Y a... Non, parce qu'ils sont pas dans la même catégorie. Ok, j'ai chié. J'ai chié. Chié. Et du coup, je vais mettre 17 en points secondaires à Pete Dunne, Lorcan, Burch, Kyle O'Reilly et Finn Balor. Hop et hop. Voilà. Il me semble que j'ai compté tout le monde. Et évidemment, avant de passer à Dynamite, d'abord, je vais attribuer les points bonus pour NXT. Donc, je vais mettre 3
3 points, 2 points et 1 point aux catcheurs ou catcheuses ou aux équipes qui se sont le plus démarqués dans cet épisode. Pour moi, il n'y a pas photo. Ceux qui sont le plus démarqués, c'est MSK. Dans leur match comment dirais-je, dans leur premier match, quoi, leur match inaugural, c'est comme ça qu'on va dire. Hop, pardon. Pouf, 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 voilà. Donc eux, ils ont 3 points. Je me rappelle plus leur nom et pour que je le retrouve, il va falloir que... C'est Wesley et Nash quelque chose, je crois. C'est pas alphabétique de toute façon. Hop. Wesley ici et Nash Carter, je crois. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps. Ici, voilà, super. En deuxième place, nous avons l'Undisputed Era, mais juste Adam Cole et Roderick Strong. Hop. Puis en plus, comme ça vous laisse le temps de poser éventuellement des questions si jamais vous avez des questions et que vous n'avez pas encore eu le temps de les poser. Des questions qui me seront parvenues via Wistouille, que je remercie encore une fois de me dépanner. Adam Cole et Roderick Strong. C'est un peu passionnant. Hein. Et enfin, Xiali, toujours. J'ai hâte de voir où ça va aller. J'espère que... C'est pas que j'espère qu'elle va devenir championne au bout du compte, c'est que voilà, j'espère que ça va se matérialiser en quelque chose de chouette, quoi. J'espère vraiment. Hop là, pif et pouf. Ok, on va répondre à certaines de vos questions concernant NXT. Je n'ai qu'une seule question qui vient de Skillhone. Hey, salut, bonjour. Tant qu'on parle de la division féminine de NXT, qu'est-ce que tu penses de l'avenir Ah, Wistouille, t'as chié la question. Donc j'imagine que la fin de ta question c'est qu'est-ce que tu penses de l'avenir d'Ember. Ah, la fin de ta question est ici. Il a copié-collé une question au milieu de l'autre question. Attends, bouge pas, je m'en occupe, Wistouille. Je m'en occupe. Voilà. Est-ce que tu penses de l'avenir d'Ember Moon maintenant qu'elle est revenue à NXT? Je vois pas de championnat dans son avenir parce que je pense que ça vaut pas le coup de faire revenir des catcheurs qui ont déjà été à NXT pour qu'ensuite ils redeviennent champions. Je pense que vaut mieux laisser la place à ceux qui, enfin aux nouveaux quoi. Et par contre, je pense ça va être un genre de dernier boss avant le champion quoi, avant la championne. Je pense que ça va être le rôle qu'elle va avoir. Et Ali de Gomez dit bonjour, qu'est-ce que tu penses des gagnants? Est-ce que tu penses que les gagnants du Dusty Rhodes Tag Team classique, qui qu'ils soient, prendront leur titre aux champions actuels? Non, parce que je pense que ça ne fait pas suffisamment longtemps que Lorcan et Burch sont champions et que ça fait un moment qu'ils le méritent. On va passer, si vous le voulez bien, si vous ne le voulez pas, on va y passer quand même, à la review de AEW Dynamite, la deuxième partie du New Year Smash. Putain, c'est difficile à dire. Alors, on a commencé avec le match Pac contre Eddie Kingston. Je vous préviens, non, je vous préviens pas, je vous le dis, ils font partie de mes deux catcheurs préférés à AEW. Les deux. Donc évidemment, Pac avait les Lucha Bros dans son coin et Eddie Kingston avait The Butcher, The Blade et The Bunny dans son coin à lui. Sans surprise, ça a été un très bon match. Mon problème, ça a été qu'il a été un petit peu court. C'est-à-dire que directement, dès le début du match, Pac a même pas fini son entrée, qui s'est rué sur Eddie Kingston, lui a fait un dropkick dans la gueule. Eddie Kingston est arrivé à revenir un peu. Ils ont une bonne alchimie tous les deux. Ils ont des styles qui se marient bien. C'est-à-dire que Eddie Kingston, c'est vraiment la brute violente. Que Pac, mais Pac, son style ressemble à aucun autre. J'ai déjà décrit son style plus d'une fois. C'est vraiment très calme et électrique quand il attaque. C'est-à-dire, il va pas bouger beaucoup, mais le peu qu'il va faire, ça va être incroyablement efficace avec une agilité qui se remarque dans une fédération où ils sont presque tous d'une agilité de dingue. Bah, Pac, c'est un autre niveau. Pac a fini par gagner. J'ai adoré la façon dont il a gagné d'ailleurs. Il a fait son Black Arrow, donc c'est une prise qu'il fait tu vois, de la troisième corde, qui est assez représentatif de son style, c'est-à-dire qu'il se lève, il est sur le coin, il se lève très lentement, parce qu'il faut qu'il soit sûr de ses appuis, du coup, il est vraiment, hop là, attends, faut que je sois sûr, et après, il fait une vraie tournée salade tomate oignon, c'est voilà, c'est vraiment
très calme, très calme, très calme. Et voilà. Et je décris très très mal son style, mais enfin voilà, vous avez saisi l'idée à peu près. Le match était vraiment chouette. Et ce que j'ai vraiment adoré, ce qui a fait passer le match d'un B à un B+, c'est normalement ce qu'il fait Pac, c'est qu'il fait son Black Arrow et ensuite il met son adversaire dans le Brutalizer qui a une prise de finition où globalement il attrape les bras et puis il serre. Mais là en fait après le Black Arrow il a fait le tomber. Du coup je me suis dit c'est dommage, j'avais fait pas le Brutalizer. Et après avoir gagné, donc il fait le tomber 1, 2, 3, il gagne. Après avoir gagné, il fait le Brutalizer. Genre, j'ai pas envie de gagner, j'ai envie de te faire mal. Et du coup, c'était... ouais, le match était à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc voilà, je lui ai mis un B+. On passe au tableau. Alors, ça va pas être évident. Parce qu'ils sont tous dans des rivalités à AEW, donc du coup, ils ont tous un petit numéro. Ici. Pac je suis pas dans la bonne colonne. Hop là. Ici. Pac a eu un 15. Eddie Kingston a eu un 15. Et The Blade, The Bunny, The Butcher et les Lucha Bros ont eu un 15 dans la colonne du soutien. Super. Ensuite, non, pardon, hop, trompé d'écran, voilà, super. Ensuite, oui, alors on a eu un match, on a eu le match Chuck Taylor avec Orange Cassidy contre Miro avec Kip Sabian et Penelope Ford. La stipulation du match, c'était que si Chuck perd, il devient l'assistant personnel de Miro pendant un mois, ou plutôt l'esclave, hein, il devient la chose de Miro pendant un mois, ce qui est terrifiant. Chuck Taylor a commencé très très tôt dans le match. Il a attaqué Miro alors que lui-même n'avait pas fini son entrée. Il a été bon pendant un petit moment et puis Miro a fini par revenir et puis là bah, c'était la mort quoi. C'est-à-dire que Miro s'est établi comme nettement meilleur que Chuck Taylor. Donc il l'a massacré et voilà. Chuck Taylor va être la petite chose de Miro pendant un mois. Écoutez, ça peut être très drôle. Moi, le reproche que je ferais, c'est que le match a été vraiment très très court. Je me serais attendu à ce que Chuck... Surtout qu'il y a des matchs plus tard qui étaient plus longs qu'ils auraient dû être, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti sur un B- pour ce match-là. J'ai trouvé que... Bah, tu mets un B à tout. Bah oui, je mets un B à tout parce que tout est bien, c'est pas ma faute. Donc voilà, B- parce que je vous dis, le match a été un petit peu court. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux de protéger Chuck Taylor. Maintenant, ça établit aussi Miro, c'est bien aussi. Enfin voilà, Écoutez, c'est une question d'équilibre. Si vous avez trouvé que le match avait la bonne durée, tant mieux pour vous. Où sont les best friends? Où est Miro? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne les trouve pas du tout. Bon. Heureusement que je les ai rangés dans l'ordre pour avoir... Voilà. Heureusement que je les ai rangés pour pas perdre trop de temps. Hein. B-, donc 13, Miro, Chuck Taylor, avec l'assistance de Kip Sabian, Penelope Ford et Orange Cassidy avec un I comme igloo. Ensuite, nous avons eu une promo. Oh, qu'est-ce que c'est naze ça alors, c'est le nouveau truc de Matardi. Matardi à AEW est à chier. Voilà, je le dis. Il était pas génial à la WWE, mais je pensais que c'était parce qu'il l'utilisait pas correctement. Alors peut-être que AEW l'utilise pas correctement non plus. Mais alors là, le truc c'est que voilà, il joue le rôle de manager de Private Party, donc les deux gars à droite. Et là, globalement, il leur a dit non. Eux leur disent dis donc, c'est pas normal que tu touches 30% de ce qu'on gagne. Et Matardi dit ouais, mais c'était dans les petits caractères de notre contrat. Alors, vous devez vous estimer heureux que vous avez appris une leçon. Et moi, je suis là, on s'en bat les couilles. Sérieux, arrêtez. Arrêtez tout ce que vous faites, on s'en fout. Par pitié. Voilà, j'ai mis un C- cette merde, et vu que c'était un segment, une interview backstage, c'est pas dans les trucs principaux, donc passons à la suite, et j'espère que Private Party pourront se sortir de ça, et que Matardi trouvera son rythme quoi, à AEW, parce que là, son année 2020 a été catastrophique, 2021 s'annonce pas beaucoup mieux.
Les résolutions de nouvelle année de l'Inner Circle, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Ils sont drôles à un détail près qui m'a dérangé, à un point de vue, je vous préviens, ça va être un peu politique. Donc voilà, bon. On leur demande quelles sont leurs résolutions pour la nouvelle année. Jake Hager, alors Jake Hager, c'est celui qui est au fond à gauche, dit des championnats, ouais. Voilà, mais littéralement ça. Hein. Enfin non, il le dit en anglais, mais sinon littéralement ça. Je sais plus qui. Si, MGF, l'espèce de petite fouine nulle, milieu à droite, dit moi, ma résolution, c'est de renforcer les liens que je suis en train de bâtir avec vous. C'est un enfoiré, il va les détruire de l'intérieur, c'est une certitude. Ensuite, il y a Ortiz en bas à gauche qui dit ma résolution, c'est de maîtriser parfaitement la recette de. Il donne 2 spécialités mexicaines, portoricaines, j'en sais rien. Les noms étaient espagnols, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Sonné espagnol. MGF qui réagit en faisant ouais, parce que je sais complètement de quoi il parle. Ouais. Ça fait un moment que ma connexion est rouge. Non, ça va, ça repasse au jaune puis au vert. Super, c'est Noël à nouveau. Chris Jericho dit moi, ma résolution, c'est qu'avec MJF, on va devenir champion par équipe de AEW. Et Santana et Ortiz réagissent en disant attends, parce que tu nous as choisis dans l'Inner Circle pour qu'on soit l'équipe de l'Inner Circle, c'est-à-dire l'équipe à 2, quoi, de toute la faction. Et c'est aussi la réflexion que je me suis faite la première fois qu'il a challengé pour les titres par équipe avec Sammy Guevara, Chris Jericho. Et je me suis dit, c'est marrant parce que voilà, Chris Jericho est quelqu'un de très imbu de lui-même. Et du coup, s'il y a besoin d'une équipe, il va même pas faire appel à l'équipe désignée, il va se mettre lui-même en équipe avec quelqu'un. Un gros enfoiré. Et c'est là que Sammy Guevara a dit un truc qui m'a emmerdé, quoi, qui m'a emmerdé à un niveau, Vous savez, j'entends souvent dire pour parler de l'inégalité dans la perception de la sexualité chez les hommes et les femmes, un homme qui couche avec plein de femmes, c'est un don Juan, une femme qui couche avec plein d'hommes, c'est une salope. Et je me dis, je vois l'exemple, mais j'ai jamais eu d'exemple de ça dans la vraie vie. J'ai jamais entendu... Enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans la vraie vie. Pourquoi je dis ça? Parce que là, Sammy Guevara, dans une blague qui, au demeurant, aurait pu être très drôle, a dit à Chris Jericho non, je sais ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu es une tag team slut. Donc globalement, une salope d'équipe. C'est-à-dire que d'abord, il a commencé l'année en équipe avec Sammy Guevara, puis il a voulu faire équipe avec Jake Hager, maintenant il veut faire équipe avec MJF. Et je me suis dit, il y avait des façons... Et là, voilà, c'est la première fois que je vois l'exemple de, ok, tu prends l'exemple féminin pour désigner le gars qui... Pour désigner péjorativement le gars qui... Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a saoulé, voilà. Je vous le dis parce que ce sont mes idées, donc je vais en parler un tout petit peu. On va s'arrêter là. Mais voilà, ça m'a saoulé. Je veux dire, il y avait des façons moins nulles de le dire, quoi. Genre Sammy Guevara qui se comporte comme un ex jaloux. Genre, pourquoi tu fais équipe avec lui? Je pensais que c'était avec moi que tu voulais faire équipe. Enfin, voilà, il y avait d'autres façons de jouer cette carte-là sans dire tag team slot, quoi. C'est vraiment ça. Link the Sun, c'est un gauchiste. Ensuite, non pas ensuite. Si, ensuite, mais dans ce segment-là, ils ont décidé qu'ils allaient avoir un match triple menace la semaine prochaine, donc un match 2 contre 2 contre 2, pour déterminer qui serait l'équipe désignée de l'Inner Circle. Chris Jericho et MJF contre Santana et Ortiz contre Jake Hager et Sammy Guevara. J'ai vraiment très très hâte de voir ce match, et au-delà du choix de mots qui m'a semblé extrêmement nul, j'ai quand même bien aimé parce que l'idée de la blague était bonne, c'est vraiment juste l'exécution qui était pas bonne. Donc j'ai mis un B à ce truc-là, parce qu'ils me font toujours rire. Ils me font toujours rire, ces cons-là. Donc voilà. Pif, 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 pif. 14 pour tout l'Inner Circle. Hop là. Ensuite, on va avancer parce qu'il est déjà moins 10. Nous avons eu... oui, le Dark Order qui... on demandait au Dark Order quel est le... Voilà. Quoi de neuf pour le Dark Order après le show hommage à Brody Lee il y a 15 jours.
Ils ont dit, bah écoutez, la prochaine grosse nouvelle, c'est qu'on va faire rentrer Hangman Page dans le Dark Order. Alors, quand est-ce que tu annonces que tu nous rejoins? Hangman Page a rien dit du tout, et ils se sont tous mis d'accord pour dire, tu sais quoi, la semaine prochaine, on a un match, la semaine prochaine, t'annonces à tout le monde si tu rejoins ou non le Dark Order, d'accord? Ouais, chouette, youpi, tralala, tout le monde va bien. Bon, c'était un truc backstage, donc c'est dans les notes secondaires. Ensuite, et là ça va être très long, je vais pas avoir le choix, parce que c'est un truc qui s'est passé en 3 parties. Donc ils ont annoncé The Elite en action. The Elite, c'est Kenny Omega et les Young Bucks. On voit Kenny Omega et les Young Bucks. Don Callis arrive et dit « Yeah, l'équipe est enfin réunie !» en parlant de la Super Elite, ce que j'ai appelé le Bullet Club la semaine dernière, mais qui... on ne peut pas l'appeler le Bullet Club parce que le Bullet Club est une marque déposée par la New Japan. Donc, à AEW et à Impact, où travaillent les Good Brothers, que vous ne voyez pas là, ça sera la Super Elite. Pourquoi pas. Donc Omega et les Young Bucks voilà, sont bien hypés pour le match qu'ils sont censés avoir. Don Callis dit attendez, restez là, je vais aller faire l'annonce parce que j'adore votre entrée, je vais aller faire l'annonce. Ils vont sur le ring. Donc Kenny Omega fait son entrée et Don Callis annonce et maintenant ils vont leur rejoindre. Ce sont les meilleurs amis de Kenny Omega. Donc évidemment le public fait Young Bucks. T'as Kenny Omega qui fait oh, Don Callis, ouais voilà exactement. Ce sont les champions du monde. Et ce sont, j'ai déjà dit, les meilleurs amis de Kenny Omega. Je sais pas s'il dit c'est les 2/3 de l'élite ou quoi. Enfin, voilà. Et il présente les Good Brothers. Et là, je me suis dit enfoiré, tu m'as eu. Parce que les Good Brothers sont 2 membres de la Super Elite qui travaillent à Impact. Ils sont effectivement champions du monde à Impact, donc l'autre fédération, alors que les Young Bucks sont champions par équipe à AEW. Donc voilà, j'ai trouvé ce passage-là extrêmement bien fait. Et les Young Bucks ont eu l'air énervés, ce que j'aurais été aussi à leur place. S'en est suivi un match. Quand je parlais de matchs trop longs pour ce qu'ils sont, je parlais de celui-là entre autres. C'est-à-dire, c'est le genre de match, on sait que Omega et les Good Brothers vont gagner. Pourquoi vous le faites durer aussi longtemps? Alors je comprends bien que c'est pour mettre en avant leurs adversaires. Leurs adversaires, de toute façon, ils ont rien, quoi. Ils ont pas d'histoire, ils ont pas de... On sait pas qui c'est, et quand on devra savoir qui c'est, il y aura tout le temps de les builder, quoi. Il y aura tout le temps de les rendre forts. Donc voilà, c'est un truc que j'aime pas, ça aussi, à Dynamite. Et après le match, donc évidemment, les Good Brothers gagnent. Enfin, les Good Brothers gagnent, c'est eux qui gagnent, mais l'équipe de Good Brothers et de Kenny Omega gagne. Et après le match, Jon Moxley intervient. Là, je me dis cool, parce que Jon Moxley, il a un os à ronger avec Kenny Omega. Ils sont 3 sur le ring, ça l'arrête pas. Jon Moxley s'en prend directement à Kenny Omega, donc évidemment, il se fait comment dirais-je, il se fait piéger par les Good Brothers et Kenny Omega. Et là, je me dis, les Young Bucks vont arriver et on va construire une rivalité. Les Young Bucks et Jon Moxley contre Kenny Omega et les Good Brothers. Oui, 50 fois oui, par pitié. Je viens de me rendre compte que j'ai Premiere qui est ouvert. Pourquoi est-ce que Adobe Premiere est ouvert? Il s'est ouvert tout seul? Peut-être pour ça que j'ai des problèmes de connexion, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je m'attendais à ce que les Young Bucks interviennent. Ce sont les Lucha Bros qui interviennent. Cool quand même. Ça a moins de sens, mais pourquoi pas. Les Lucha Bros commencent à aider Jon Moxley, mais se font malmener par les Good Brothers et Kenny Omega. Et là, les Young Bucks arrivent. Je me dis, chouette! Alors, est-ce que et du coup, vu qu'il y a déjà 6 personnes sur le ring, je me dis, avec qui ils vont s'aligner? Parce que là, du coup, voilà, d'accord, je comprends mieux pourquoi c'était les Lucha Bros. Là, il y a un suspense. Ils vont s'aligner avec un des 2 trios, mais lequel? Et en même temps, je me disais, ils ont clairement établi que les Young Bucks n'étaient pas contents, enfin, étaient pas satisfaits du comportement de Kenny Omega. Donc, est-ce que j'ai envie de me poser la question avec qui ils vont s'aligner quand j'ai déjà une réponse avant? Donc, les Young Bucks arrivent. Kenny Omega et les Good Brothers, Kenny Omega s'en va. Les Good Brothers commencent à se prendre la tête avec les... je sais plus exactement. Voilà, vous commencez à comprendre mon problème. Les Young Bucks empêchent Jon Moxley de s'en prendre à Kenny Omega et les Good Brothers, genre oh non mais attends, on va pas maintenant quoi. Tu vas te faire mal, c'est pas le moment, etc. Et les Lucha Bros s'en prennent aux Young Bucks.
Et je me dis, quel dommage, quoi. Le segment a commencé tellement bien, à la fin, ça devient un énorme bordel. Et y a rien. Enfin voilà, j'ai été très déçu très vite. Parce que j'étais très content au début. Et après, ça a fini par retomber, quoi. Par retomber complètement. Alors, j'ai mis un A au tout premier segment, donc avec Kenny Omega, Don Callis et Don Carlos. Et Gallows, Anderson et les Young Bucks en tant que petit rôle, on va dire ça comme ça. Ensuite, le match lui-même, j'ai mis C+. Il était bien, mais il était trop long. Surtout que c'était contre des gars dont on se fout, quoi. C'était contre les Varsity Blondes et Danny Limelight, qui a peut-être son premier match à Dynamite, je ne suis pas sûr. Donc, Kenny Omega, Gallows et Anderson contre les Varsity Blondes, donc qui n'ont pas de rivalité, donc ils sont plus bas. Voilà, les Varsity Blondes et Johnny Limelight, là, voilà. Et ici. Et le dernier segment, je lui ai mis C-. C- parce que c'était pas clair, c'était pas logique et ça a détruit une. Enfin, ça a fait retomber une hype qui était montée très vite et très efficacement. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Je crois que j'ai mis 10 à tous les. Non, les Lucha Bros. Ici, voilà. Hop, et hop, ok. Ensuite, ah là là, on va encore durer trop longtemps. J'arrive pas, j'ai du mal à gérer mon temps. Remarque, on a fait le segment le plus gros. Ensuite, ah non, ensuite. Britt Baker a voulu, Britt Baker a commencé son talk show. Qui s'appelle La Salle d'attente, parce que c'est rigolo, parce qu'elle est dentiste, elle est dentiste et catcheuse. Là, pour le coup, c'est pas une gimmick, elle est vraiment dentiste. L'invité, c'était Cody Rhodes. Je me dis, pourquoi pas. Ça peut être chouette. Britt Baker est pas super comme présentatrice de talk show, dans le sens où elle parle trop vite, elle enchaîne trop d'idées, elle est pas... Enfin, c'est pas très très clair. C'est pas, voilà. Donc c'était un peu laborieux. Ce qui a rendu le truc encore plus laborieux, c'est qu'à chaque fois que Britt Baker faisait une blague, ça arrivait 2 fois, j'exagère. Mais 2 fois, Britt Baker a fait une blague et Reba, à droite, a fait un rire à la Mike Myers, c'est-à-dire un rire comme ça. C'est le genre de gag répétitif qui vieillit très vite et très mal. Donc là-dessus, Cody Rhodes arrive. C'est dommage parce que Britt Baker avait 2-3 très bonnes blagues, mais vu qu'elle allait trop vite, qu'elle insistait pas suffisamment dessus, que c'était pas bien fait, on passait un peu à côté. Avant que Cody Rhodes ait pu dire quoi que ce soit, Britt Baker lui annonce que elle a une autre invitée, mais elle lui avait pas dit. Cette autre invitée, c'est Jade Cargill. Jade Cargill qui est en rivalité avec, qui était en rivalité avec Brandi Rhodes, la femme de Cody. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, déjà, Jade Cargill, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je sais 2 choses sur elle. 1, quand on lui file un micro, c'est pas bien Jojo. 2, elle a un physique spectaculaire. Elle ressemble à aucune autre catcheuse que j'ai vue de ma vie. Elle est extrêmement musclée. Elle est... voilà. Elle est très, très impressionnante. Je crois qu'elle est plus musclée que Rhea Ripley, qui est pourtant mon maître étalon en ce qui concerne la marmule féminine. Donc voilà, je sais 2 choses de Jade Cargill, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le ring. Ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce de rivalité croisée, mais vraiment à chier, entre Cody Rhodes et Shaquille O'Neal. Pour ceux qui ne connaissent pas le catch, non, c'est pas un homonyme, je parle de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui n'est pas un catcheur, qui n'est pas un catcheur caché, voilà, c'est un basketteur. C'est un basketteur à la retraite, sauf erreur de ma part. Et voilà, et du coup, j'ai pas hâte de voir ce match Cody Rhodes contre Shaquille O'Neal. Mais en plus, Jade Cargill est en rivalité avec la femme de Cody, avec Brandi Rhodes. Brandi Rhodes, je sais qu'elle est très mauvaise sur un ring. C'est pas méchant ou quoi, c'est un constat. Ses matchs sont pas bons. Tout le monde peut pas être excellent. Elle n'est pas. Enfin, moi, je trouve qu'elle est pas bonne. Voilà, c'est le genre de. C'est même un peu laborieux de la regarder catcher, quoi. C'est vraiment, elle est pas au niveau, quoi.
faut qu'elle continue de s'entraîner parce que là, elle est vraiment pas au niveau. Et Jade Cargill, je ne sais pas quel niveau elle a. Du coup, ils sont en train de construire ça. Et surtout, et c'est là que je veux en venir, c'est là que ça m'énerve, Brandi est enceinte. Elle va pas être là pendant 9 mois. Et il continue de construire sa storyline à elle, quoi. Alors qu'il y a tout un roster féminin qui crève la gueule ouverte pour essayer d'avoir une storyline. Il y a Britt Baker qu'on a une contre Thunder Rosa. On y arrive. Et Brandi Rhodes, qui est peut-être l'un des pires éléments de la division féminine de AEW, elle a une storyline et elle va avoir une storyline pendant 9 mois alors qu'elle est enceinte. Voilà, c'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant. Donc, Jade Cargill dit j'en ai marre d'attendre, où est mon adversaire, enfin en sous-entendant c'est pas Brandi Rhodes mais envoyez-moi quelqu'un. Là-dessus arrive Red Velvet qui a été présentée pendant un épisode comme la protégée de Brandi Rhodes. Elle rentre dans la pièce, elle regarde Jade Cargill, vu qu'elle est beaucoup plus petite que Jade Cargill se baisse en disant attends je vais me mettre à ton niveau, c'est quoi ton problème. Cargill lui met une claque je crois, Red Velvet lui rend la claque, elle commence à vouloir se battre, on les sépare, et là-dessus ça s'interrompt très brusquement. Et on a une image de Britt Baker en train d'agresser Thunder Rosa il y a 2 ou 3 semaines, ou 4 semaines. J'ai cru que c'était un bug. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui avait planté et qu'ils étaient en train de diffuser des images il y a 4 semaines. C'est genre, oups, bon. Non, c'était dans le truc, mais c'était pas amené. Donc vraiment, interruption, on regarde un truc qui s'est passé il y a 4 semaines. Et Britt Baker dit, oh regardez, c'est moi qui est en train de mettre sur la gueule à Thunder Rosa. Qu'est-ce que vous racontez, bordel de merde? C'est comme, où vous allez? Pendant ce truc-là, ça coupe, pareil, sans interruption, sans rien. On a une vidéo de Thunder Rosa qui dit globalement, Britt Baker, je vais te casser la gueule. On a un match à Break at the Beach, je sais pas quand est-ce que c'est, ou Beach Break plutôt, dans je sais pas combien de temps. Vraiment, j'en reviens pas. Je comprends pas qu'il soit aussi bon pour écrire des storylines quand il s'agit des mecs et aussi mauvais quand il s'agit des femmes. Et Brandi Rhodes qui a une storyline alors qu'elle n'est pas disponible. Vous imaginez si Becky Lynch était restée en rivalité avec Asuka pendant tout le temps qu'elle était enceinte? Ou Ronda Rousey contre Becky Lynch. Enfin, Ronda Rousey n'avait pas été enceinte. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si t'es pas là, t'es pas là. T'as de très bonnes raisons de pas être là, mais t'es pas là. Et ça me gênerait moins si il y avait plusieurs rivalités qui vont quelque part dans la division féminine à AEW. Ils sont vraiment à chier pour booker leur division féminine. Bref, j'ai mis un D à ce truc-là, et en parlant, je me trouve généreux. Donc allons-y. Distribution des dés. Distribution des dés. Une blague de rôliste. Alors, c'est plus haut. Distribution des dés. Alors allez, un 8 pour Britt Baker, un 8 pour Reba, un 8 pour Thunder Rosa. Bon, elle n'était pas physiquement là, mais je te le compte quand même. Allez. Shaquille O'Neal n'était pas là du tout. Red Velvet, elle est venue, elle a regardé quelqu'un. Jade Cargill, elle était là, elle a fait une autre promo qui n'était pas très très bonne. Brandi n'était pas là, mais elle est là dans l'esprit, c'est ce qui compte. Big Swole n'était pas là, Cody était là. Est-ce que j'ai mis 8 points à tout le monde? Je réfléchis. Je compte pas les catcheuses qui les ont séparées à la fin enfin à la fin du milieu, à la fin du début, à la fin de. Vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, on a eu. Oui. Très bon match entre FTR et Jurassic Express. Donc FTR ont manipulé un peu Jurassic Express pour n'avoir affronté que Jungle Boy au milieu et Marco Stunt en bas. Marco Stunt qui est vraiment petit. Et pour ne pas avoir affronté le Luchasaurus qui est donc le dinosaure de l'équipe tout en haut. Et tout le match, ça a été FTR essaye de se liguer contre Marco Stunt, parce que évidemment c'est le plus petit, c'est le plus faible, donc c'est là qu'il faut taper. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le battre suffisamment. Jungle Boy a été excellent dans ce match-là. Et comment ça s'est terminé? Oui, ça s'est terminé quand le manager de FTR, Tully Blanchard, donc vous voyez derrière FTR,
est intervenu en leur faveur, évidemment, et a aidé, à distraire, on va dire ça comme ça, Marco Stunt, ce qui fait que Marco Stunt s'est pris un coup. Il me semble que Tully Blanchard a fait une autre intervention. Je suis désolé, je vais très vite parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Enfin voilà, intervention, et FTR a gagné, mais l'histoire c'est vraiment... Il pensait pouvoir s'en sortir rapidement et facilement avec Marco Stunt. Ça n'a pas été le cas et ils ont même dû tricher pour le battre. Donc c'était chouette, et Jurassic Express ont été vachement protégés dans leur défaite. J'ai mis un B à ce match-là. Ça me semble juste. Alors, Jurassic Express, Jungle Boy et Marco Stunt, avec le rôle de manager pour Luchasaurus, ce qui est rare, contre FTR et FTR 2, avec Tully Blanchard dans le rôle de manager. Hop là. Ok. Ensuite, nous avons eu... Ouais, bon. C'est un reproche que je vais faire toutes les semaines, parce que tant qu'ils le font toutes les semaines, je vais le faire toutes les semaines. Le match avant le main event, c'est un match féminin. Parce que c'est là que les spectateurs vont commander une pizza, vont aux toilettes, enfin voilà. Ce serait pas... franchement, faut bien qu'il y ait un avant-dernier match. Ça m'énerverait moins si c'était pas systématiquement le match féminin. Genre, pour la semaine prochaine, ils ont annoncé Nyla Rose contre Layla Hirsch. Je vous parie que c'est le match avant le main event. Parce que c'est le seul match féminin qu'ils ont annoncé. Voilà. Serena Deeb contre Ty Conti. Le match était bien, mais il n'y a rien qui va nulle part, quoi. Serena Deeb n'a pas de storyline, Ty Conti n'a pas de storyline. Elle est amie avec Anna Jay, mais être amie, c'est pas une storyline, quoi. C'est pas une storyline. Voilà, le match était correct. Enfin, non, le match était bien. Le match était bien. Serena Deeb a gagné. C'est plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est plus. Ah ouais, c'est plus. Mais ça va nulle part. Il se passe rien. Donc, c'est plus. Voilà. Mais Brandi Rhodes affrontera Jade Cargill dans une dizaine de mois. Rassurez-vous, cette storyline-là est bien là. Alors, Ty Conti, je l'ai mise avec le Dark Order, du coup, forcément. Où est-elle? Où sont le Dark Order? Ils sont. Alors, Ty Conti, ici, pouf. Serena Deeb, je pense qu'elle doit être dans les gens qui n'ont pas d'équipe, qui n'ont pas de storyline. Ah, excusez-moi, Serena. Elle est là. Ah oui, non, elle est plus ou moins dans l'histoire, dans le bordel avec... parce que Brandi Rhodes, elle a entraîné toute la division féminine dans son équipe. Dans sa storyline, c'est-à-dire Jade Cargill, enfin tout le monde est prêt à défendre l'honneur de Brandi Rhodes. Avec Anna Jay dans le rôle de manager. Je suis désolé hein, si je suis salé. Je sais que c'est très difficile d'entendre quelqu'un aussi salé quand ça concerne une storyline qu'on aime bien. Donc s'il y en a qui ont bien aimé, je suis vraiment désolé. Et tant mieux pour vous. Je préférerais être à votre place qu'à la mienne. Et enfin, nous avons eu le main event, un très bon match entre Brian Cage et Darby Allin pour le titre TNT. Donc Darby Allin, c'est le gars à gauche, le titre TNT, c'est le titre à gauche, le titre à droite n'est pas reconnu officiellement par AEW, ni par aucune autre fédération. Globalement, Darby a été présenté comme ayant aucune chance dès le départ. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que Brian Cage l'a malmené dès le départ. Alors, Darby avait réussi. Darby a commencé vraiment très violemment. Darby avait l'avantage pendant un très court moment au début. Puis il a voulu faire un suicide dive à l'extérieur du ring. Donc suicide dive, c'est tu sautes la tête la première sur ton adversaire. Brian Cage l'a attrapé comme ça. Il lui a fait un suplex. Parce que Brian Cage est très fort. Et Darby Allin est très léger. Ensuite, Brian Cage a soulevé Darby Allin au-dessus de sa tête et l'a lancé à l'extérieur du ring à travers une table. Parce qu'il peut. Enfin voilà, Brian Cage a massacré Darby Allin. Mais à chaque fois qu'il essayait de faire le tomber, Darby Allin s'en sortait à 1. Et c'est tout le personnage de Darby Allin. C'est massacre-moi si tu veux. J'ai le cœur d'un champion. Je vais m'en sortir.
La vapeur s'est renversée quand Darby Allin a réussi à faire un coffin drop. J'ai fait ça parce que c'est sa prise de finition. Il monte sur le troisième coin et il saute en arrière sur son adversaire comme ça. Darby Allin a donc réussi à faire son coffin drop sur Brian Cage sur des escaliers à l'extérieur du ring. Aïe! Et là, c'est un des deux reproches que je ferai au match. C'est que pour moi, le match commençait vraiment là. C'est-à-dire, ils ont été mis à égalité. Brian Cage malmenait complètement Darby Allin et Darby Allin a réussi à mettre une prise pour qu'il soit à égalité. Mais au moment où j'ai eu l'impression que le match commençait, le match est terminé. C'est un des deux reproches que je ferai au match. Et l'autre reproche que je ferai au match, c'est à un moment donné, Ricky Starks et Hook qui font partie de la team Taz. Taz, c'est le monsieur derrière Brian Cage. Donc Ricky Starks et Hook essayaient d'intervenir en faveur de Brian Cage contre Darby Allin. Les lumières se sont éteintes et quand les lumières se sont allumées, Sting était là. Sting qui a donc attaqué Ricky Starks et Hook, ce qui a plus ou moins permis à Darby Allin de faire un crucifix bomb sur Brian Cage pour la victoire. Je pense que s'il devait y avoir une intervention de Sting, ça aurait été mieux que ce soit après. Parce que là, ça fait... Darby Allin, il faut vraiment le protéger. Parce qu'il a gagné contre Cody Rhodes, il a gagné le titre contre Cody Rhodes au bout de 3 ou 4 tentatives. Pour moi, ça aurait été bien, voire important, qu'il ait une victoire clean et décisive et il n'y a pas photo, quoi. Son adversaire était meilleur que lui, mais son adversaire était plus fort que lui, mais il a été le meilleur catcheur et il a gagné pour ça. Que là, l'intervention de Sting, ça teinte un peu le match. Si j'en dis 2 défauts, c'est parce que sans ça, je pense que le match mérite un A. Quand l'histoire est parfaitement racontée comme ça, enfin voilà quoi, c'est vraiment tout était clair, tout était lisible, les deux gars sont vraiment très très bons, ils ont rempli leur rôle à la perfection, enfin voilà, c'était un très bon match. Mais maintenant, un très bon match avec 2 défauts, donc ça veut dire que de A, on passe à A-, puis à B+. Ça fait 15 pour ce match-là, avec Brian Cage contre Darby Allin, avec l'assistance de Hook, non, Powerhouse, il n'était pas là, il est arrivé après, mais ça compte pas. Ricky Starks, Sting et Taz étaient aux commentaires, on va le compter. Et c'est tout. Arn Anderson, pourquoi tu t'es perdu ici, Arn Anderson? Oh, quelqu'un ramène Arn Anderson dans la catégorie à laquelle il appartient, s'il vous plaît. Le 6. Arn Anderson, c'est le manager de Cody Rhodes. Donc, où Cody Rhodes va, Arn Anderson va. Et on va attribuer, avant que je passe à vos questions, on va attribuer les points bonus. Ouais, il y a des équipes, mais je le ferai hors caméra si ça vous dérange pas. Alors, nous avons Darby Allin avec 3 points, parce qu'il s'est vraiment très très bien défendu dans son match contre Brian Cage. Nous avons Jurassic Express avec 2 points. Et quand je dis Jurassic Express, je veux dire Jungle Boy et Marco Stunt. Et où êtes-vous? Jungle Boy et Marco Stunt. Ah là là, est-ce que j'ai oublié? Jungle Boy et... Non, c'est bon, ça. Ils sont entre le K et le L, parce que c'est la place de... Voilà. Et... Non, mais tu te tiens correctement, oui. Et 1 point à la Super Elite, parce que mine de rien, j'ai quand même envie de savoir où ça va, là, cette histoire. Est-ce que les Young Bucks... n'en veulent pas à... Enfin voilà, je suis intrigué, je suis intrigué. The Super Elite. Je suis pas sur la bonne colonne depuis tout à l'heure. Oh, on est sur la semaine 2. Bon, je corrigerai ça hors caméra. C'est pas bien grave. Bien, merci à tous d'avoir suivi ces bilans. On va maintenant passer aux questions, si vous le voulez bien. À vos questions, à tous les coups, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes quand même. Alors, on a une question de NXT que apparemment j'ai pas vue, d'après Wistouille. Bon. Alors, je vais faire une question sur NXT rapide. Est-ce que ce Dusty Rhodes, est-ce qu'avec ce Dusty, tu penses que NXT peut montrer à Dynamite qu'ils ont une division par équipe à leur niveau? Je pense qu'ils n'ont pas une division par équipe à leur niveau. Je pense qu'ils peuvent montrer qu'ils ont une bonne division par équipe. Voilà, pour aller très très vite. Concernant Dynamite maintenant.
Question concernant Dynamite. Et à partir de là, on arrête de prendre les questions, s'il te plaît, Wistouille. Concernant Dynamite, Luzeo33 me demande, je suis pas trop la AEW, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour Rowan? Ou alors est-ce que le soir où il était venu, c'est juste pour rendre hommage à John Huber? Il n'y a rien de prévu aux dernières nouvelles. Normalement, c'était prévu qu'il soit là que pour un soir. Maintenant, étant donné que l'accueil a été très positif, peut-être qu'ils vont négocier quelque chose. Voilà, ils en sont là. Enfin, d'après ce que j'en sais, ils en sont là. Ragnarok 868 me demande: Salut Lynx, j'ai entendu que plusieurs noms de la WWE n'auraient pas re-signé leur contrat. Je pense que tu parles de Riddle. Est-ce que tu verrais des big names? Des big names. Il y a une traduction très facile qui me vient là de big name. Est-ce que tu verrais des big names join AEW? Or, you penses qu'il s'agit principalement de la mid-card. Est-ce que tu verrais donc des gros noms rejoindre AEW ou tu penses qu'il s'agit principalement de la mid-card? Et si des talents venaient à quitter la WWE, qui verrais-tu bien rejoindre All Elite? Ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Je me dis que il y a des catcheurs qui ont l'air frustrés. Ça me saoule. Il y a des catcheurs qui ont l'air frustrés de la position qu'ils ont actuellement. Je pense notamment à Aleister Black. Je pense à même pas Chad Gable. Chad Gable, il a l'air de s'amuser en ce moment. Il y a des catcheurs qui n'ont pas l'air satisfaits de leur place. Parce que Riddle, ça a l'air d'aller. Hein. Il a l'air de s'éclater. Donc, quand les catcheurs s'amusent pas dans ce qu'ils font, ça se voit. Mandy Rose, elle n'a pas du tout envie d'être en équipe avec Dana Brooke, ça se voit. Elle l'a pas dit, mais elle y met pas d'énergie, elle est pas dedans, elle a pas envie, quoi. Du coup, et maintenant, est-ce qu'ils vont rejoindre AEW? Il n'y a pas que 2 fédérations de catch, quoi. Donc, ils iront là où ils sentent que c'est le mieux. Je peux pas... et c'est tout ce que je leur souhaite. Ils verront bien. Il y a pas... Et AEW, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont un roster vraiment énorme pour une fédération qui a qu'un seul show par semaine. Donc, je compte pas AEW Dark. Donc, je pense pas qu'il faille... Déjà, tu vois, Rousseff, quand il est arrivé à AEW, j'étais hyper hypé. Et quand je vois là où il en est actuellement, je me dis... Bon. Donc ouais, non, pour l'instant, je vois pas de gros noms partir de la WWE pour rejoindre AEW. Mais parce que je vois pas... J'ai pas envie que AEW continue de s'enrichir de plus en plus de talents, alors qu'ils ont déjà plein de talents qu'ils peuvent pas utiliser parce qu'ils sont trop nombreux. Voilà. Ensuite, question concernant le catch en général. Nous avons 3 questions et ensuite je vous laisse. BigCraft128 dit: est-ce que regarder les courtes vidéos sur YouTube, sur WWE ou AEW, suffit à suivre les storylines ou il faut quand même trouver le moyen de regarder les shows en entier? Non, tu peux largement suivre en regardant les petites vidéos sur AEW, sur YouTube, ou tu peux suivre mes lives. Je reviens sur tout ce qu'ils font, donc voilà, ça peut être bien. C'est 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Mardi on parle de Raw, jeudi on parle de NXT et Dynamite et samedi on parle de NXT UK, 205 Live et SmackDown. Et je reviens sur tout, donc vraiment t'as juste à venir et puis tu sauras tout. Et si tu rates le live, tu peux voir un replay sur Twitch et j'upload aussi les replays sur Linksoft dans une playlist qui est en non répertorié, mais si tu demandes poliment le lien à quelqu'un, il se fera un plaisir de te le donner. Elidolo Gomez me demande: est-ce que tu penses que Gonzalez a les épaules pour prendre le statut de Rhea, de la badass qui bat tout le monde? Il y a quelques mois je t'aurais dit non, aujourd'hui je te dis il me tarde de le découvrir. Je ne sais pas. Je serai du côté qui pense que oui. En tout cas, elle est très très cool. Elle a réussi à devenir très très cool. Et enfin, dernière question de Curion Brian. Vois-tu un avenir de championne pour Peyton? J'aurais pas dû rire.
Ça répond un peu à ta question. Vois-tu un avenir de championne pour Peyton Royce ou Lacey en solo ou en team? Et côté AEW, qui pourrait prendre le titre à Hikaru? D'accord, donc en fait, il y a 4 questions. Très bien. Est-ce que je vois un avenir de championne pour Peyton Royce ou Lacey Evans en solo ou en team? En solo pour Peyton Royce, pas du tout. En solo pour Lacey Evans, oui. En équipe pour les deux, il se passe tellement rien dans la division par équipe, c'est tellement... tu m'aurais dit la même chose pour Nia Jax et Shayna Baszler, je t'aurais dit non. Tu m'aurais dit la même chose pour Charlotte Flair et Asuka, je t'aurais dit non. Donc, peut-être que... Voilà, les divisions par équipe de la WWE ne veulent rien dire, ne servent à rien, à l'exception de celle de NXT. Donc... Je ne peux rien voir parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments, donc peut-être. Et côté AEW, qui pourrait prendre le titre avec Hikaru? Exactement la même réponse. N'importe qui, personne. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que valent les différentes catcheuses de AEW parce que elles s'affrontent ponctuellement dans des matchs qui n'ont aucune histoire. Donc vraiment, tout le roster féminin de AEW peut prendre le titre avec Hikaru. Je ne sais pas. Alors, elle a battu Nyla Rose plusieurs fois, donc j'imagine que ce serait pas une bonne idée de de lui faire battre Nyla Rose. Britt Baker pourrait la battre, j'imagine. Jade Cargill pourrait peut-être la battre quand elle aura fini d'être complètement obsédée par Brandi Rhodes. Pitié que Brandi Rhodes ne devienne jamais championne de AEW. Ça va totalement arriver. Serena Deeb pourrait battre Hikaru Shida. Thunder Rosa pourrait battre Hikaru Shida. Elle l'a pas battue la dernière fois, mais ça n'empêche que voilà, elle pourrait la battre la prochaine fois. Et alors les noms comme Layla Hirsch qui a fait un incroyable, qui a eu un show incroyable il y a 4 semaines, je crois, ou 5 semaines, qu'on se disait, ils ont établi une nouvelle compétitrice dans la division féminine de AEW, disparue des radars, et elle revient la semaine prochaine. Peut-être que Tai Conti peut battre Hikaru Shida, peut-être que Anna Jay peut battre Hikaru. Il n'y a rien, donc n'importe qui. Je suis un peu salé, mais en même temps, voilà. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment rien. Et encore une fois, désolé si vous appréciez la façon dont il gère le catch féminin à AEW. C'est pas mon cas et je suis pas connu pour mentir, pour plaire aux gens. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à me suivre si vous n'avez pas envie de vous abonner. C'est une autre façon d'être notifié. Et sauf erreur de ma part, il y a une des 2 options qui est gratuite. Je pense que me suivre, c'est gratuit. N'hésitez pas à choper le replay de cette vidéo sur Linksoft ou sur Twitch. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. J'ai l'impression que j'oublie de dire quelque chose. Vous êtes 88, ça va. Hein. Franchement, pour Dynamite et NXT, ça va. Je suis satisfait. je suis content que, mine de rien, il y ait un petit peu de monde. J'hésite à faire ces lives sur Linksoft directement. Vous me dites ce que vous en pensez. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi ce live et à très bientôt pour la suite. Bisous tout le monde, je suis perdu. Mon micro il est là. Au revoir tout le monde et la fin elle est là.